Le seuil de rentabilité. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est un indicateur ultra important. Comme son nom l'indique, il va calculer un seuil, donc un niveau de rentabilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que doit réaliser une entreprise pour que son résultat soit égal à zéro. Autrement dit, pour que son résultat soit nul. Ni gain, ni perte. Donc c'est un indicateur très important qu'il faut savoir calculer. Comment ça marche? Tout d'abord, ce dont on a besoin est de déterminer le chiffre d'affaires. Prenons un exemple. Le chiffre d'affaires est de 100 000 €, avec un nombre de produits vendus de 4 000 et un prix de vente unitaire de 25 €. 4 000 produits multipliés par 25 € égale 200 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, il convient de déterminer ce qu'on appelle les charges variables. Pour définir ces charges variables, on réfléchit donc à ce qui va varier en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Plus je fais de chiffre d'affaires, plus j'ai besoin de matières premières. Donc, ça va varier. Moins je fais de chiffre d'affaires, moins j'aurai besoin de matières premières. D'autres choses ont varié en fonction du niveau d'activité. L'électricité, par exemple, les achats de marchandises. Si l'entreprise a une activité de négoce, ça peut être aussi des fournitures consommables. Ce sont ça, les charges variables, ce qui varie en fonction du niveau d'activité. Du coup, pour calculer mon seuil de rentabilité, j'ai besoin de mon chiffre d'affaires, de mes charges variables, et ça va me donner un résultat. Ça va me donner la marge sur coût variable. Prenons un autre exemple. 100 000 € moins les 60 000 € de charges variables, cela me donne 40 000 €. Cette réflexion est un résultat qui est très important et c'est avec ces éléments que l'on peut calculer un taux de marge. Pour calculer le taux de marge, il y a une règle essentielle qui est la règle de 3, qui vous servira toute votre vie, que ce soit dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie personnelle. Voilà comment ça marche. Je prends le résultat, les 40 000 € que j'ai trouvés, que je vais diviser par mon chiffre d'affaires, que je vais multiplier par 100. Donc, ici, 40 000 € divisé par 100 000, multiplié par 100. Ça va me donner un taux de marge de 40% globalement pour 100 € vendus. Il me reste 40 € sur la partie variable de mon activité. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Voici la seconde. Je vais devoir déterminer ce qu'on appelle les charges fixes, qu'on appelle aussi charges de structure. Ce sont des charges qui ne vont pas varier en fonction de l'activité de l'entreprise. Elles restent fixes. Prenons encore un exemple. J'ai embauché un salarié et du coup, que je fasse du chiffre ou non, je dois payer ce salarié. Cela ne va donc pas varier en fonction du niveau de l'activité. Cela peut aussi être parce que j'ai acheté des immobilisations, que j'ai des amortissements. Mes amortissements vont rester. Je vais donc les constater, mais ça ne va pas varier en fonction de mon activité. Nous pouvons alors noter que la différence entre les charges fixes et les charges variables sont que dans un cas, elles varient en fonction de l'activité, tandis que dans l'autre, elles ne varient pas, quelle que soit l'activité. Voici 3 manières différentes pour calculer son seuil de rentabilité. Première manière, le seuil de rentabilité en valeur. Globalement, c'est celui qui est basé sur le chiffre d'affaires. Combien de chiffre d'affaires dois-je faire pour avoir un résultat nul? Ensuite, autre manière, le seuil de rentabilité en volume. Ce seuil de rentabilité-là correspond au nombre de ventes de produits. Combien dois-je vendre de produits pour avoir un résultat égal à 0, en somme un résultat nul? Ensuite, et enfin, le seuil de rentabilité en nombre de jours. En combien de jours dois-je faire du chiffre d'affaires pour obtenir un résultat égal à 0, un résultat nul? Si pour votre entreprise, vous devez calculer votre seuil de rentabilité, il vous suffit de savoir déterminer les charges fixes, les charges variables, et c'est l'essentiel pour pouvoir le calculer. Pour calculer le seuil de rentabilité en valeur, vous devez donc prendre les charges fixes, pour rappel celles qui ne bougent pas en fonction du nombre d'activités, que vous devez diviser à votre taux de marge sur coût variable que nous avons trouvé dans notre exemple précédent, à savoir les 40%. 25 000 € de charges fixes divisé par mon taux de marge sur coût variable, j'obtiens alors 62 500 €. Je dois donc faire un chiffre d'affaires de 62 500 € pour obtenir un résultat égal à 0.
somme, si demain vous êtes amené à piloter une entreprise, vous devriez vous dire, si j'ai fait un chiffre d'affaires de 62 500 € avec un niveau de charge fixe qui sont prévus ou qu'on a dans notre comptabilité, vous conserverez un équilibre, donc vous ne serez ni en gain ni en perte. Cet exercice, ce calcul, cette règle de 3 est essentiel pour garder une bonne boussole sur la gestion de votre comptabilité et de votre performance. Toujours avec les chiffres que nous avons trouvés précédemment. Pour le seuil de rentabilité en volume, il s'agit de prendre le chiffre d'affaires réalisé, soit les 62 500 €, si on reprend notre exemple, que vous allez diviser par votre prix de vente unitaire, soit 25 €, et là, vous obtiendrez 2500. Résultat, il faut que l'entreprise vende 2500 produits pour obtenir un résultat égal à 0, un résultat nul. Troisième et dernière méthode pour calculer votre seuil de rentabilité en nombre de jours. On prend le seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires réalisé durant l'année, multiplié par 365 jours. Vous obtiendrez alors 229 jours. Dès lors que vous ferez 229 jours de chiffre d'affaires, vous allez obtenir un résultat égal à 0 une fois de plus. Cet indicateur est encore une fois extrêmement important. Si vous êtes entrepreneur, il va vous permettre de savoir lors de votre business à quel moment et quand vous commencez à être égal à 0. En conclusion, le calcul d'un seuil de rentabilité est extrêmement important, car il va vous permettre de vous situer et de savoir à quel moment à peu près, voire précisément, vous allez pouvoir atteindre ce fameux seuil de rentabilité. Le crédit professionnel. Le crédit professionnel regroupe différents types de crédits qui permettent chacun de financer un besoin précis. Créer ou reprendre une entreprise, investir dans l'immobilier ou développer son activité. Les leviers financiers pour ces différents projets sont nombreux. En fonction de son objectif, chaque type de crédit professionnel comprend ses avantages et ses inconvénients. Voici quelques exemples. Tout d'abord pour le prêt amortissable ou prêt professionnel classique. C'est la forme de crédit professionnel la plus ordinaire. Comme le crédit pour les particuliers, le prêt professionnel consiste à rembourser le capital et les intérêts à échéance régulière sur une durée déterminée. Il permet de couvrir une variété de besoins. Création ou reprise d'entreprise, acquisition de matériel, de locaux, ou encore répondre à un besoin de trésorerie, besoin en fonds de roulement, acquisition de parts sociales, augmentation de capital. Ce crédit rentre dans la comptabilité de l'entreprise au passif du bilan pour le montant emprunté qui diminuera au fil des remboursements et en charge financière dans le compte des résultats pour les intérêts payés. Ensuite, il y a le crowdlending ou financement participatif. Traduisons prêt par la foule. Le crowdlending est un moyen simple et rapide pour financer la croissance de son entreprise. Ce sont des particuliers qui investissent dans l'entreprise, généralement contre rendement. Cette technique permet souvent de financer des besoins plus difficiles à justifier devant une banque, notamment en ce qui concerne ses besoins en fonds de roulement, BFR, ou ses besoins en trésorerie. Adapté pour les TPE et les PME couramment utilisés par des startups, ce type de financement s'opère via une plateforme en ligne de prêt participatif. À l'instar d'Agriland, d'Uniland, de Lendix, Landopolis ou encore WeShare Bonds, deux formes de crowdlending existent. Le peer-to-business ou P2B lending pour les entreprises ou le peer-to-peer, P2P lending ou social lending à destination des particuliers. Il permet à l'entreprise d'obtenir un crédit professionnel sans pour autant solliciter un prêt bancaire. Sans demande de garantie ou d'apport, le déblocage des fonds intervient rapidement, soit quelques jours après la collecte. Enfin, il y a le prêt in fine. Le prêt in fine professionnel est soumis à un taux fixe. Il consiste à payer les intérêts d'emprunt et l'assurance à chaque échéance de manière régulière. Le remboursement du capital intervient seulement au terme de la période de prêt et est à régler en une seule fois. Il est souvent accordé aux entreprises solides financièrement. Le capital est entièrement dû au terme du contrat. Il présente surtout pour les entreprises un avantage d'ordre fiscal. Le crédit revolving ou réserve de crédit.
aussi appelé crédit renouvelable professionnel. C'est une somme d'argent mise à la disposition de l'entreprise par un établissement prêteur. L'entreprise est libre d'utiliser cette somme de n'importe quelle manière. Il s'agit d'une solution à court terme lors de besoins de trésorerie afin de pouvoir aisément et rapidement retirer les fonds dont l'entreprise a besoin. Les remboursements et les intérêts sont calculés sur le montant utilisé et non sur la totalité disponible. En fonction de son utilisation, les remboursements et les taux varient. Il est important de manier cette réserve avec précaution car les remboursements peuvent devenir très importants. L'emprunteur a toutefois la possibilité de rompre le contrat s'il le souhaite. Le prêt brasseur, c'est un type de prêt réservé aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Le prêt brasseur consiste à ce que le fournisseur, généralement de boissons ou de matériel professionnel, accorde un crédit ou un soutien matériel aux professionnels des cafés, hôtels, restaurants, du CHR. Il s'accompagne couramment d'un contrat d'exclusivité entre le restaurant et le fournisseur. Ce contrat détermine un minimum de volume à commander par an et l'engagement à se fournir uniquement chez lui. Il existe deux sortes de remboursement. Un montant total divisé par 84 mois, assimilable à un emprunt bancaire mais sans intérêt à payer, ou une remise sur les volumes achetés et donc pas de charge d'emprunt. Le remboursement de ce prêt se fera via les avances sur remise à hauteur de 20 000 € par an, ce qui n'engendrera pas de flux de trésorerie, donc aucune incidence sur le niveau de trésorerie global. Bien entendu, si les volumes contractualisés sont supérieurs, les remises seront également d'un niveau plus important. A l'inverse, si les volumes sont plus faibles, c'est la durée du contrat qui s'allonge. Ce financement n'est pas soumis à la TVA. Il ne rentre donc pas dans les produits et donc dans l'assiette de calcul de l'impôt sur la société. Ce type de prêt présente un avantage sur la trésorerie et d'un point de vue fiscal. L'affacturage ou factoring. L'affacturage est un financement à court terme qui consiste à confier ses factures à une société d'affacturage qui va recouvrir les factures de l'entreprise à sa place. Il permet à l'entreprise de ne pas avoir de décalage de trésorerie puisqu'elle est payée directement lors de la facturation. Ce type de prêt permet notamment à l'entreprise de financer son BFR, son besoin en fonds de roulement. Ceci pour pallier au décalage entre les recettes et les dépenses. Le crédit de trésorerie. Le crédit de trésorerie professionnelle est un crédit à court terme qui permet à l'entreprise d'obtenir la trésorerie dont elle a besoin pour financer des besoins ponctuels ou permanents de trésorerie. Même si une garantie n'est pas forcément nécessaire, il faut toutefois démontrer une gestion saine des comptes et justifier l'écart de trésorerie. Voici les différents dispositifs du crédit de trésorerie. Tout d'abord, le découvert autorisé. Le découvert accordé par la banque peut courir sur plusieurs semaines ou mois. Cependant, il faut justifier d'une entrée d'argent prochaine pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. La facilité de caisse. La facilité de caisse ne peut excéder une période de 15 jours. Contrairement au découvert bancaire, c'est une solution temporaire pour autoriser le débit du compte bancaire en cas de difficulté inattendue. Le crédit de campagne. C'est un crédit dédié exclusivement aux entreprises ayant une activité saisonnière. Il sera nécessaire de présenter un calendrier des entrées et sorties de trésorerie pour démontrer la saisonnalité de l'exercice. Il faudra également prouver la stabilité de l'entreprise auprès de la banque qui accordera ce type de crédit. Le crédit bail mobilier ou immobilier. Le crédit bail immobilier est une location. Comme pour le crédit bail mobilier, il nécessite l'achat par le crédit bailleur de l'immeuble d'entreprise qui sera ensuite loué à l'entreprise locataire, le crédit preneur, généralement avec option d'achat en fin de contrat. Avec ce type de prêt, l'entreprise peut louer de l'immobilier mais également du mobilier, machines, véhicules. La banque devient propriétaire du bien en question et l'entreprise paye des loyers tous les mois. Au bout de la durée déterminée par le prêt, l'entreprise devient pleinement propriétaire du bien. Il s'agit d'un gage de sécurité pour la banque. En effet, en cas de défaut de paiement, elle peut facilement récupérer le bien, le revendre et ainsi récupérer son dû. L'avantage pour l'entreprise, c'est que ce prêt évite de gonfler le bilan avec un emprunt. Il permet également de rester dans les charges du bilan, donc de diminuer le résultat et ainsi de payer moins d'impôts. L'escompte. Il s'agit, comme pour l'affacturage, d'une opération de financement à court terme. La différence, c'est qu'elle s'appuie sur les effets de commerce, ces titres qui notifient l'obligation pour un débiteur, le tiré, de rembourser son créancier, le tireur.
ceci à une date déterminée. En clair, l'escompte consiste pour l'entrepreneur à remettre ses effets de commerce à sa banque qui lui verseront le montant correspondant. Cette technique donne lieu à la signature d'un contrat d'escompte où sont précisés les frais, les commissions et les taux d'intérêt. La facilité de caisse. Cette technique de financement offre à l'entrepreneur, sous acceptation de la banque, la possibilité d'être à découvert durant quelques jours, 15 jours en général, afin de couvrir ces décalages de trésorerie. La facilité de caisse permet à l'entrepreneur de faire face à des besoins ponctuels, tels que les dettes fournisseurs, le versement des salaires de l'entreprise ou la restitution de la TVA sur les ventes. Les conditions de crédit, en particulier le montant autorisé, sont stipulées dans le contrat de facilité de caisse. Le découvert. Il fonctionne sur le même principe que la facilité de caisse, à la différence près que la durée d'utilisation peut excéder 15 jours. Responsabilité pénale du dirigeant. Quand est-il responsable ? Sa responsabilité pénale sera engagée même s'il n'a pas participé personnellement à l'infraction et même s'il n'y a pas de préjudice. Il suffit qu'il y ait infraction à un texte pénal. Le dirigeant peut s'exonérer de cette responsabilité dans les cas suivants. S'il prouve qu'il n'était pas en mesure d'influencer le comportement de l'auteur de l'infraction, exemple un accident causé par un chauffeur alors que l'entreprise ne lui avait pas imposé de délai impératif de livraison, que le temps réglementaire de conduite n'avait pas été dépassé par exemple, en déléguant ses pouvoirs à une personne, exemple un salarié, pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation. Cette délégation ne doit pas être ambiguë. Selon le ministre du Travail, les délégations de pouvoir ne se justifient que dans les grandes entreprises et non dans les petites entreprises, notamment celles présentant un caractère artisanal. À noter, un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012 précise que la délégation de pouvoir accordée à une personne frappée d'une interdiction de gérer n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité pénale. Qui peut engager sa responsabilité ? L'action pénale est toujours engagée par le ministère public, le magistrat représentant l'État. Parallèlement, les victimes, associés, tiers, peuvent se constituer partie civile, c'est-à-dire demander réparation d'un dommage auprès d'une juridiction répressive. Les tribunaux compétents sont le tribunal de police ou correctionnel, la cour d'assises par exemple. Pour quelles infractions ? Infractions propres à l'activité spéciale de l'entreprise, exemple transport routier, industrie alimentaire, débit de boissons, BTP, etc. À la réglementation générale, exemple réglementation du travail, fiscalité, douane, lutte contre la pollution, code de la route, non-respect des formalités de la vie sociale, abus de biens sociaux, vol, par exemple. La plupart des infractions pénales sont sanctionnées par des peines de prison et ou des amendes. Responsabilité pénale des personnes morales. Une personne morale, société civile ou commerciale, association, groupe d'intérêt économique, GIE, collectivité territoriale, etc., peut être condamnée pénalement lorsqu'une infraction a été commise pour son compte par l'un de ses organes de direction ou par toute autre personne au titre d'une délégation de pouvoir. Sa responsabilité peut être engagée même si le texte prévoyant l'infraction ne l'envisage pas expressément. Le comité d'entreprise doit être informé des poursuites pénales engagées contre la société. Les sanctions sont bien sûr adaptées. Dissolution de la société, interdiction de faire appel public à l'épargne, d'exercer certaines activités. Le plafond maximum des amendes est 5 fois supérieur à celui applicable aux personnes physiques. Chaque groupement est doté d'un casier judiciaire qui récapitule l'ensemble de ces condamnations. Il peut être obtenu par certains organismes comme l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ou l'administration et les collectivités locales. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas pour autant celle du chef d'entreprise qui peut être prononcée par une même infraction. Responsabilité civile du dirigeant. Quand est-il responsable ? La responsabilité civile du dirigeant sera engagée s'il est prouvé qu'il a commis une faute, source pour l'entreprise ou les tiers d'un préjudice réparable.
Si plusieurs dirigeants ont participé à l'infraction, leur responsabilité solidaire sera engagée. Le tribunal déterminera la partie contributive de chacun dans la réparation du dommage. Qui peut engager sa responsabilité? L'action en responsabilité civile peut être engagée par un associé ou un tiers ayant subi personnellement un dommage, c'est une action individuelle, ou lorsqu'il s'agit de réparer un préjudice subi par la société, action sociale. Un salarié agissant individuellement, des associés représentant au moins 10% du capital, des créanciers dans le cadre d'une procédure collective. À l'égard des tiers à la société, la responsabilité civile pour faute du dirigeant ne peut être engagée que si sa faute est séparable de ses fonctions et qu'elle peut lui être imputée personnellement. En pratique, elle doit être commise intentionnellement et d'une gravité particulière. Par exemple, le fait pour le dirigeant d'autoriser un salarié à utiliser un véhicule de la société dépourvu d'assurance. Si le salarié entre en collision avec un autre véhicule et blesse son utilisateur, le dirigeant peut être condamné personnellement. Ou alors le fait pour un gérant de SARL exerçant dans le domaine du BTP de ne pas souscrire d'assurance décennale. Tribunaux compétents dans ce cas, le tribunal d'instance, de grande instance, de commerce. Pour quelles infractions? Infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'entreprise. Il s'agira par exemple de l'inobservation des formalités de constitution ou des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux. Violation des statuts. Le dirigeant n'a pas respecté une clause des statuts l'obligeant par exemple à obtenir l'accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant. Faute de gestion. La notion de faute de gestion n'est pas définie par la loi. Elle est précisée par la jurisprudence. C'est une notion très vaste. Elle peut aller de la simple imprudence aux manœuvres frauduleuses. Depuis la loi du 9 décembre 2016 qui encadre la définition de la faute de gestion, la simple négligence dans la gestion de la société n'est plus qualifiée de faute de gestion. Une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs peut entraîner la condamnation du dirigeant à payer tout ou partie des dettes de l'entreprise. Il s'agit de l'action en comblement du passif social. Mais le tribunal de commerce peut étendre une procédure collective touchant l'entreprise à son dirigeant dans le cas où celui-ci a confondu son patrimoine avec celui de sa société ou si la société qu'il dirige est fictive. Est considéré comme une faute de gestion le fait pour un dirigeant de n'avoir pas tenté d'obtenir des associés une augmentation du capital en numéraire, celle-ci s'avérant nécessaire à la survie de la société. Prenons un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2016. Un dirigeant d'une société dont les résultats étaient lourdement déficitaires a été condamné à combler une partie du passif de son entreprise au motif qu'il s'était octroyé une rémunération excessive et qu'il avait par ailleurs usé des biens de la société pour favoriser une autre entreprise qu'il dirigeait. Infraction aux obligations fiscales. En principe, le dirigeant ne répond pas personnellement des impôts dus par la société, sauf si leur paiement a été rendu impossible par ses manœuvres frauduleuses ou par ses inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Par exemple, minoration des déclarations de TVA, défaut de paiement des taxes pendant une longue période par exemple. Infraction aux obligations sociales. Si la société ne paye pas les cotisations de sécurité sociale, le dirigeant peut être condamné à verser des pénalités. Éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a pu causer à la caisse de sécurité sociale. Mais il n'a pas en principe à verser le montant des cotisations et des majorations de retard dont le paiement n'incombe qu'à la société. Infraction aux règles de concurrence. L'associé d'une SARL peut exercer une activité concurrente de celle de la société sans en informer celle-ci, mais il doit s'abstenir d'actes de concurrence déloyale. En revanche, l'obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur lui en sa qualité de gérant lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine. Les indicateurs financiers du compte de résultat. La valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée dans ce cadre ?
C'est un indicateur très important car il est commun à bon nombre de financiers. Tout le monde le connaît. Mais à quoi sert-il et surtout, que démontre-t-il? Il correspond à votre chiffre d'affaires moins la consommation en provenance des tiers. Globalement, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise et les achats qu'elle réalise auprès de ses fournisseurs. Ces éléments vont vous donner un montant soit positif, soit négatif. Comment savoir si la valeur ajoutée est correcte? Dans un premier temps, elle sera positive. Ensuite, vous devriez effectuer un constat sur vous-même. Prenons un exemple. Votre valeur ajoutée cette année était de 50%. Quelle était votre valeur ajoutée de l'année dernière? Vous allez, en vous posant cette question, savoir si vous avez en effet été confronté à une progression ou au contraire une baisse. Si vous vous rendez compte que votre valeur ajoutée a régressé, essayez de trouver la solution à cette problématique en vous demandant deux choses. Est-ce que j'ai moins bien vendu? Ou est-ce que j'ai acheté plus de choses, ce qui n'avait pas d'impact direct dans mon chiffre d'affaires? Comment se démarquer du marché actuel et devenir meilleur? Se comparer aux autres acteurs du même secteur ou d'un secteur similaire. Prenons un exemple. Votre concurrent a une valeur ajoutée à 60% de son chiffre d'affaires alors que vous êtes à 50%. Comment et pourquoi a-t-il réussi à faire mieux que vous? C'est à ce moment-là que vous allez devoir aller chercher l'information pour pouvoir optimiser, faire toujours en sorte que votre valeur ajoutée soit optimisée. C'est de cette façon qu'on développe son chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons un second indicateur tout aussi important appelé le BE pour excédent brut d'exploitation. Le BE va vous permettre de couvrir votre activité, moins tous les achats qui vont avoir un impact de trésorerie et vous obtiendrez l'excédent brut d'exploitation. Évidemment, c'est un indicateur que tous les financiers connaissent et regardent avec une très grande attention. Comme pour la valeur ajoutée, nous allons toujours regarder le poids de l'EBE par rapport au chiffre d'affaires. Vous devriez vous comparer à vous-même, c'est-à-dire aux résultats que vous avez fait l'année dernière, à ce qu'on a réalisé cette année par rapport à ce que nous avions prévu et à ce que nous faisons par rapport aux autres acteurs du marché. Introduction au SWOT ou MOF, M-O-2-F. Qu'est-ce que le SWOT? L'analyse SWOT permet de développer la stratégie marketing d'une entreprise et d'évaluer la réussite d'un projet, en étudiant conjointement différentes données comme les atouts et les défauts de la société, mais également la concurrence ou les marchés potentiels. C'est l'outil le plus utilisé dans les commerces. On l'appelle également MOF, M-O-F-F, pour menaces, opportunités, forces et faiblesses. L'utilisation de cette méthodologie permet d'avoir un recul sur nous-mêmes. Il est possible de faire cette analyse sur soi-même, sur un service, un produit, et pas que dans les entreprises. Le SWOT est un outil très important lorsque nous allons au bout du processus. Nous obtenons de vraies indications qui aident à la prise de décision. Matérialiser cette analyse sur un papier est essentiel car cela va vous permettre de l'intégrer à votre étude de marché. Si vous faites par exemple une demande d'un prêt bancaire, ce sera utile. Une fois que votre étude sera effectuée sur papier, vous vous rendrez compte que ça vous permettra de prendre des meilleures décisions sur la manière de positionner le service de votre entreprise ou sur la manière de vous positionner vous-même. À la fin de l'analyse, vous aurez réalisé un tableau qui résumera les opportunités que vous allez avoir sur un marché. Prenons un exemple. 3 coiffeurs vont sûrement fermer dans une même commune. Vous en faites partie, vous aurez donc soit une cessation d'activité, soit une opportunité de vous positionner en exerçant votre activité. À l'inverse, il y a des menaces. Toujours en reprenant l'exemple du coiffeur, vous avez décidé donc de vous implanter sur la commune concernée par ces fermetures. Mais petit hic, un barbershop vient d'ouvrir ses portes juste à côté de votre magasin, votre marché. Vous serez donc confronté à une part d'ombre de la part de ce concurrent, malgré le fait qu'il n'exerce pas la même activité que la vôtre. Vous pouvez aussi être confronté à des menaces de type juridique dans votre activité. Prenons un exemple, là encore, un changement de loi pourrait impacter le monde de l'assurance. Ou encore un nouveau droit sur la protection des consommateurs qui va faire qu'il ne va plus y avoir de droit de rétractation dans les contrats. Donc résultat, il va falloir davantage de clients
par crainte que les clients que vous possédez déjà s'en aillent, puisqu'ils pourront s'en aller quand ils le souhaitent sans délai de rétractation. Il faut donc anticiper ce point. Ensuite, viennent les forces et faiblesses lors de cette analyse. Et là encore, il s'agit d'être objectif. Reprenons un nouvel exemple. Vous êtes une petite entreprise qui vient de s'implanter dans une ville. Vous ne connaissez pas le quartier et vous souhaitez vous faire connaître. Vous avez une force. Votre force concerne les réseaux sociaux. Vous avez des milliers d'abonnés sur ces réseaux. Vous pouvez donc faire de cela une force en vous faisant repérer, pour commencer par le web. Lorsque nous avons pu relever nos forces, faiblesses, opportunités et menaces, toujours dans notre tableau, nous allons tenter de relier les opportunités avec les menaces et idem pour les forces et faiblesses. Cette manipulation va nous permettre de relever des situations claires de prise de décision. Néanmoins, il peut s'avérer que parfois cette analyse ne suffise pas. Un SWOT n'a pas besoin d'être réalisé toutes les semaines. Une fois que vous réalisez votre première analyse, vous allez pouvoir avoir une logique différente de celle que vous aviez antérieurement à la réalisation de ce SWOT. Vous ferez en sorte de dépendre de l'analyse que vous venez d'effectuer et en chaque circonstance, vous utiliserez les résultats qui en sont ressortis. On va faire un exemple de SWOT. Donc au hasard, mettons-nous à la place d'Apple. Voilà, Apple qui veut lancer une nouvelle télévision. Donc une télé évidemment à la Apple, donc voilà, très futuriste, très chère, avec plein d'options, avec on peut imaginer voilà, une sorte d'Apple TV intégré. Alors maintenant ils ont tous leur plateforme de vidéos en ligne, donc on peut imaginer qu'il y a tous les services inimaginables sur la télé, une résolution vraiment incroyable, un design très unique et tout ce qu'on veut, avec des matériaux très bien choisis. Donc, on va déjà commencer par lister, donc à l'écran, on va commencer par faire un tableau. Vous, pendant ce temps-là, faites-le aussi, en fait, faites-le aussi. Donc, on a dit que fallait regarder les menaces, opportunités, les forces et les faiblesses. C'est important de bien avoir à l'esprit ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ce que je vous expliquais avant, pour pouvoir avancer, sinon vous allez être un peu perdu. Faut pas que ce soit une révision, ce qu'on fait là. Faut que ce soit déjà intégré, on va dire, dans la théorie. Ou sinon, regardez plusieurs fois la vidéo, ça pourra que vous aider. Donc on va imaginer, alors moi je vous conseille de toujours utiliser ce qu'on appelle le pestel. D'accord ? Le pestel c'est quoi ? Je vais vous le sortir ici. Hop. Voilà. C'est la politique, l'économie, le social, la technologie, l'écologie, la législation. C'est des domaines qui vont impacter votre business. Donc, une des menaces politiques qu'Apple pourrait avoir sur la télé, il y a des pays où la télé, certains pays sont très contrôlés. Dans le domaine télévisé. Ce qui fait que dans beaucoup de pays, la télé pourra pas être vendue. Donc ça s'appelle une menace. C'est une menace. C'est que le produit ne pourra pas sortir partout. Si la télé elle est basée sur un contenu un peu comme le fait Netflix ou Amazon et tout ça, avec un éventail de films et de séries, s'il n'y a pas assez de contenu et que la télé est basée sur ce modèle-là, peut-être que la télé ne sera pas achetée à cause de ça. Donc alors c'est peut-être plus une faiblesse ça. On va le mettre en faiblesse. On va le mettre tout de suite. Si l'éventail de contenu n'est pas suffisant, alors la télé ne se vendra pas beaucoup. Ok. Force, on a des réseaux de distribution
déjà en place. Je suis un petit peu sorti de la politique, mais je mets déjà ce qui me reste à l'esprit. D'un point de vue économie, des fois on n'a rien. Hein. Là je suis tout seul à réfléchir, mais quand on est en groupe, parfois on a plusieurs idées. D'un point de vue technologique, bah clairement, en fait, vous avez une concurrence très réactive pour copier les technologies ou les faire dériver, hein, on s'entend bien, hein, ils vont avec pour faire voilà, ils peuvent très vite sortir une télé équivalente, voilà, tout aussi pleine d'options et tout ce qu'on veut. À part les forces, il y a déjà une image de marque très forte, une très bonne image, une très bonne image déjà de la partie écran. Les écrans d'ordinateur fixes, même portables, sont de très bonne qualité. Ça veut dire que je pense que c'est une force qu'Apple aurait de positionner un nouvel écran dans une maison très épurée, écrans qui ont déjà fait leur preuve en fait. Hein. Donc très bonne image d'écran, voilà, déjà en place sur le marché. Encore une fois, il faut imaginer que ce qu'ils vont sortir comme machine, elle sera exceptionnelle. C'est pas une télé simple. Faut imaginer qu'elle est bourrée de technologie et voilà que il y aurait une certaine logique à ce qu'Apple sorte une télé. On n'en serait pas choqué vu qu'ils vendent plein d'écrans déjà. Une opportunité serait que ça fait très longtemps que la télé, très peu d'innovation. Alors c'est vrai qu'il y a eu voilà, il y a eu la 4K, il y a la 5K, il y a le HD qui était là, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ont bougé en termes de qualité, mais il y a très peu d'innovation. Finalement, voilà, la télé elle a rétréci en 30 ans, mais voilà, ça reste une télé avec un écran. À la limite, l'accès à la vidéo et au contenu, il a un peu bougé ces dernières années, mais on peut pas dire que waouh, il y a eu un changement quoi. Hein. Les gens regardent peut-être plus la télé aussi sur des tablettes, moins sur des télés. Voilà, faut imaginer que voilà, moi je pense que c'est une opportunité le fait qu'il y a peu d'innovation, c'est-à-dire que si quelqu'un sort une télé vraiment complètement décalée par rapport à ce que à ce qu'on est prêt à voir, hein, comme à l'époque la transition téléphone et smartphone, quand Apple a sorti son premier iPhone, voilà, je parle d'une télé un peu comme ça, hein, un petit peu vraiment innovante quoi. Bon, sur l'entreprise d'Apple, on peut en faire une tonne. Hein. Faiblesse, on sait qu'on va avoir un prix élevé. Voilà, on sait très bien que la télé va sortir avec un prix qui va être élevé. Les forces, on peut déjà imaginer que le produit d'une qualité exceptionnelle et que le produit, il est plein d'innovation. Voilà. L'effort, c'est qu'il s'intègre à toute la panoplie de Apple. Quand vous avez une télé Apple, elle s'intègre à l'iPad, à tout ce qu'on veut. Faut imaginer ça. La faiblesse, c'est qu'elle est fermée à d'autres systèmes sur d'autres particularités. C'est pour les fautes d'orthographe. Du produit. Je vais vite et j'improvise en même temps. Voilà. On peut imaginer, je sais que c'est le moment actuellement, il manque de composants, il manque beaucoup de composants en ce moment, donc c'est très dur d'avoir certains composants informatiques ou même pour les voitures. Donc la menace en ce moment, c'est que d'un point de vue politique, tenez, on est dans l'économie, la politique là ici, hein, y a un manque énorme de composants. Voilà. Et on peut par exemple, je vais être un peu fou, on va un peu sortir du cadre, on peut imaginer par exemple que dans les composants,
Une des technologies de cette nouvelle télé, c'est qu'on n'a plus besoin des composants qui sont en pénurie. Donc, utilisation de composants moins rares. Ça permettra d'attaquer le marché derrière. D'attaquer le marché avec beaucoup de produits, et là où la concurrence, elle a du mal à produire parce qu'il manque des composants. Voilà. D'un point de vue social, je sais pas, on peut imaginer une menace. C'est que on peut imaginer que l'usine d'Apple, en Chine, elle est un peu débordée et qu'en ce moment il y a des mouvements parce que côté image, l'homme est un peu trop utilisé sur ses réserves. Et donc, il y a un risque en fait de surcharge sur place. Et ils ont une des menaces, c'est qu'ils n'ont pas d'usine pour agrandir et pour élargir sur son nouveau produit. Usine pleine et déjà en saturation, c'est une menace. Ça veut dire que ressortir un nouveau produit, bah tout de suite, ça va faire... il y a un risque sur place. Par exemple, arrivée de la 6K. Admettons, je sais pas si ça existera un jour, j'en sais rien. Admettons que ça n'existe pas et que ça va arriver. On peut imaginer le fait d'avoir une nouvelle puce M1 dans les appareils intégrés. Donc peut-être qu'ils pourraient l'utiliser pour une télé. Donc l'opportunité, c'est qu'ils ont la puce M1 disponible en interne. D'accord, qui a coûté un certain coût. C'est une opportunité. Qui émerge de chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont une nouvelle puce, un nouveau processeur qui permet d'aller plus vite dans les machines, et ça a coûté un certain coût de développement. Le fait d'amener un nouveau produit qui utilise cette puce, ça permettrait d'écraser encore plus le coût de fabrication de cette puce. Donc, on peut l'imaginer comme ça. Voilà. Bon, je vais rester assez simple, on va voir là où ça va nous mener. Donc M1, comme je vous l'ai dit, faut nommer M2, ça vous permet vous d'être plus clair, hein. M3, M4, O1, O2, O3, O4, F1, ok, petit F1, il veut pas. Et donc maintenant on va croiser. On va croiser les éléments. Donc on va croiser le M avec toutes les autres lettres. Donc M1 O1, qu'est-ce que ça donne? Certains pays, on parlait de certains pays, hein. Contrôle dans le domaine télévisé. Et il y a très peu d'innovation dans le monde de la télé. Donc ça peut être par exemple, on peut très bien imaginer, d'accord, ok, alors il y a plein de pays en fait qui boycottent tel et tel type de série, d'accord, ok, alors faisons un programme, faisons une solution bridée, évidemment prévoyant le débridage, hein. On va pas le dire à voix haute, mais on va le dire à voix basse, hein. D'accord? On va déjà prévoir que la solution elle peut être craquée comme ça. Les jeunes là-bas ils vont s'éclater, ils vont faire ce qu'ils veulent avec la télé, quoi. Faisons une solution bridée pour s'adapter aux différents pays. Donc créons une cellule qui ne pensera qu'à ça et qui va gérer pays par pays les difficultés de la télé, et à la limite créons une niche, essayons d'aller vendre 10 000 ou je sais pas 20 000 machines ou peut-être plus dans ces pays-là à une clientèle un petit peu haut de gamme, avec les niveaux de restrictions nécessaires, là où d'autres constructeurs ne font pas l'effort. Donc c'est vraiment une décision. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? Vous voyez bien que ça, on l'avait pas vu avant. C'est pas quelque chose qu'on avait vu, ça vient parce qu'on fait le SWOT. Voilà. Donc M1, O2. 2 points. Certains pays contrôlent dans le domaine télévisé. Il y a une opportunité, c'est qu'il y a l'utilisation de composants moins rares.
Et donc, un marché, faut imaginer que le monde de la construction, le monde du téléviseur, à ce moment-là, il n'est pas en expansion dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, pourquoi on va mettre des composants dans des pays où il n'y a pas une demande encore qui est énorme, où le besoin il n'est pas encore créé, surtout qu'il manque des composants et que c'est beaucoup plus facile à vendre dans des pays qui sont déjà développés, par exemple. On peut très bien imaginer que ce M1O2 vient renforcer ce M1O1 qu'on a vu juste avant, c'est que ça vient conforter le fait de dire que vu qu'on a moins de composants et qu'on peut produire plus, du coup, alors ça veut dire que dans ces pays-là, on peut aller sur le marché et ça renforce notre position par rapport aux autres concurrents qui ne peuvent pas y aller par manque de composants. Donc ça, tout de suite, voilà. Hop là. On les met ensemble. M1, O3. Vous allez voir, c'est assez long, hein. On va le faire entièrement. Mais vous allez voir que la finalité, elle est tout simplement incroyable. Si vous suivez bien le fil, vous allez être impressionné de l'outil de pilotage. Certains pays contrôlent dans le domaine télévisé. Arrivée de la SICA. Donc, dans certains pays, on peut imaginer que ces pays-là aussi accueillent la SICA. Ça peut être une manière d'arriver avec une machine qui est déjà calibrée en SICA. Je sais pas si ça change quelque chose, parce qu'en fait, ça sera une constante dans les différents pays, parce que la SICA, quand elle arrivera, on va dire, on peut imaginer qu'elle arrivera un petit peu partout. À la limite, quel rapport dans les nouveaux dans les pays qui contrôlent? Aucun. Donc là, il y a rien à dire. M1 au 4, il y a rien à dire, sauf si on est créatif, on peut toujours trouver des choses. Certains pays contrôlent dans le domaine télévisé, M1 disponible en interne. Alors le fait d'être propriétaire de notre puce, je sais pas, je suis pas assez technicien, mais peut-être que ça renforce le fait d'être propriétaire de toute la chaîne, c'est ce qui nous permet de brider nous-mêmes en interne. Donc possibilité de brider jusqu'au processeur, je sais pas moi, je sais pas si ça aura un intérêt, mais on peut l'imaginer. Processeur M1, ok, pour diffuser dans les pays. On peut même, je sais pas moi, je sais pas si ça vaut, on peut rajouter une sécurité dans le processeur même, je sais pas si ça s'imaginerait. Admettons, hein, je suis pas technicien, je suis pas dans le métier, vous êtes dirigeant de votre entreprise, vous savez, et moi dans mon entreprise, je le connais aussi, mais là pour le coup, je suis trop à l'extérieur de mon marché pour maîtriser le truc. Hein. Donc voilà, j'y vais comme ça. M1, F1. Certains pays contrôlent dans le domaine télévisé, mais par contre, les réseaux de distribution sont déjà en place. Ah, c'est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, ça contrôle sur la télévision, pas forcément sur le smartphone, d'accord? Donc, ça permet déjà de distribuer, on est déjà implanté. Donc ça renforce la position. Donc ça, en réalité, ça fait 3 fois qu'on revient au premier sujet, c'est que grâce au fait d'avoir des pays qui contrôlent, ça permet de rentrer quelque part. Donc là, c'est intéressant. On a 3 éléments qui viennent renforcer ce M1 en fait. Hein. M1, F2. Le fait d'être présent à l'étranger partout, les gens qui ont les clients qui ont un budget, qui ont un pouvoir d'achat dans ces pays-là dont on parle depuis tout à l'heure, je caricature pas, hein, mais on imagine que c'est des pays moins développés que la France ou les États-Unis, hein, on s'entend bien. Et donc en fait, le fait d'avoir une très bonne image à l'international pour ces pays-là, ça permet encore plus de vendre le produit. Donc moi, je le remettrai une fois de plus ici, en fait. Hein. Je le remettrai encore une fois de plus ici, ça renforce encore. Hein. Le produit d'une qualité exceptionnelle, avec le fait que certains pays contrôlent dans le domaine télévisé, bon, on peut dire que ça permettra d'asseoir, donc ça permet d'asseoir une image pour être acceptée beaucoup plus facilement par les acteurs qui régulent l'environnement juridique et politique. Voilà. C'est-à-dire que si on doit débrider et discuter avec avec je sais pas moi, avec l'entité qui régule la télé là-bas, bah le fait de dire qu'on est Apple, on arrive un peu plus en position que de dire on est une nouvelle marque qui débarque et voilà. Donc ça permet d'asseoir.
Encore une fois, le fait qu'il y ait plein d'innovations, bah ça permet de renforcer, je pense. Voilà, je pense que ça permet de renforcer aussi. Hein. Le fait de pouvoir s'implanter encore plus, d'avoir encore plus la main sur le marché dans lequel on va rentrer, je pense que ça renforce énormément en fait. Hein. Voilà. Allez, M2, O1. Concurrence très réactive pour copier les technologies. Très peu d'innovation dans le monde de la télé. Du coup, peut-être qu'on peut imaginer qu'on va permettre peut-être de gagner 6 mois par rapport à la concurrence, et sûrement que 6 mois sur ce marché, c'est énorme. Donc, creuser un écart d'innovation de 6 mois, par exemple, là où sur d'autres produits, peut-être que ça aurait été plus court. Ok. Ensuite, M2O2. Concurrence très active pour copier ces technologies face à l'utilisation des composants moins rares. Bah là, clairement, en fait, hein, ça permet de vendre très lourdement pendant la période de rareté. C'est-à-dire que pendant le moment où les composants ne sont pas du tout disponibles, bah, ça permet d'arriver et de vendre une tonne de télé. Donc, faut s'organiser, il faut se préparer à ça. Donc, ça veut dire, voilà, se préparer au rush du lancement. Parce que le client, il va venir chez nous, il va pas venir à la concurrence, parce que la télé, elle est là. Elle est livrée sous une semaine, alors que de l'autre côté, elle est livrée sous 2 mois. Et bah, forcément qu'on va récolter du client. Je caricature un petit peu, hein, pour bien que le message passe. Concurrence très active pour copier les technologies, l'arrivée de la SICA, pas de problème, je vois pas de correspondance. Concurrence très active pour copier les technologies, la M1 elle est en interne, la M1 c'est une composante qui est très pro Apple, donc ça renforce l'exclusivité de la technologie. On peut imaginer que grâce au fait d'avoir la M1 en interne dans la télé, on peut très vite imaginer que je sais pas moi que les autres marques ne pourront pas copier parce que pour l'instant ils n'ont pas une technologie identique à la M1. On sait très bien qu'il y a très peu de propriétaires de processeurs comme ça. Donc voilà, c'est une exclusivité de la technologie, ça creuse l'écart en fait. Hein. Ça creuse encore l'écart. Hein. Ça, à mon avis, ça creuse encore un écart d'innovation en fait. Hein. Ça renforce un peu ce qu'on a dit juste avant. Ok. Le fait d'avoir une concurrence et de croiser avec les réseaux de distribution, je vois pas le rapport. Le fait d'avoir une concurrence réactive pour copier et une image de marque très forte, je vois pas le rapport. Concurrence réactive avec un produit d'une qualité exceptionnelle, bah ça permet d'imposer donc M2, F3. Ça permet d'imposer tout simplement un positionnement de produit unique, typiquement à la Apple en fait. Hein. Ça permet d'avoir un produit extrêmement raffiné et bien fini face à un marché qui est plutôt porté vers la consommation. C'est un peu le modèle d'Apple, donc imposer un positionnement de produit unique autour d'un produit exceptionnel. Voilà. Donc c'est pile de points parfaitement en cohésion avec la marque. Pour continuer, voilà. M2, donc concurrence très réactive pour copier technologie avec le fait d'être plein d'innovation. Encore une fois, je pense que ça vient ralentir l'écart, en fait, ça vient creuser l'écart. Donc je le rajoute ici. F4. Ok. On continue. M2 avec un petit F. Donc, concurrence très réactive pour copier des technologies. Voilà, ça, il n'y a pas besoin. Donc, l'éventail de contenu n'est pas suffisant
Si l'éventail de contenu n'est pas suffisant, alors la télé ne se vendra pas beaucoup, d'accord. Concurrence très réactive pour copier les technologies avec le fait que le prix soit élevé. Bon, ça vient, je pense que ça vient conforter en fait, ça vient conforter le positionnement. C'est que l'innovation, voilà, l'innovation conforte le prix élevé. Il y aurait pas d'innovation, on se dirait mais pourquoi le prix il est aussi cher quoi. La concurrence elle est très active pour copier des technologies et aussi on est fermé à d'autres systèmes. Donc ça, une des menaces, quelque chose quand même auquel il faut faire attention, c'est que si on prend le M2 F3, bah attention à la concurrence. Donc il faudrait faire une sorte de veille en fait, hein, pour ne pas se faire distancer sur ce point, sur l'ouverture d'autres solutions concurrentes, aussi innovantes. Voilà. C'est parti, M3. Manque énorme de composants. Donc très peu d'innovation dans le monde de la télé. Bon. Utilisation de composants moins rares, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Ça permet de creuser l'écart et de vendre très lourdement, donc je peux le rajouter ici. Donc en fait le M3 O2 il rentre ici. Ça conforte, encore une fois. Manque énorme de composants avec l'arrivée de la Sika. Bon, pareil, je sais pas si ça peut faire quelque chose. Manque énorme de composants avec une M1 disponible en interne. Je vois pas trop ce que ça peut faire non plus. Manque énorme de composants avec les réseaux de distribution déjà en place. Je vois pas ce que ça peut faire. Manque énorme de composants avec l'image très forte. Je vois pas. Avec le produit de qualité exceptionnelle. Je vois pas. Plein d'innovations. Je vois pas. Je vois pas. Prix élevé. Je vois pas. Je vois pas. Donc, vous voyez, celle-là, par exemple, elle n'a pas servi à grand-chose. Elle nous a pas beaucoup indiqué des solutions. L'usine pleine est déjà en saturation. Donc, la fameuse usine en Chine qui est déjà pleine, avec des problèmes sociaux sur place. Voilà, faut faire attention. Donc, très peu d'innovation dans le monde de la télé. Voilà, je vois pas le rapport. L'utilisation de composants moins rares. Ok, je vois pas non plus. L'arrivée de la Sika, je vois pas. Le fait d'avoir une M1 disponible, je vois pas. Réseau de distribution déjà en place. Bon. Ça facilite la vente, mais ça vient pas régler ce problème. Ah, peut-être, voilà. On peut imaginer en M4F1, voilà. On peut imaginer que le fait d'avoir déjà des réseaux de distribution, ça fait qu'on a aussi des réseaux de fournisseurs, et peut-être qu'il faut prospecter d'autres réseaux de fournisseurs. D'accord. Peut-être que c'est possible. Peut-être que notre relationnel déjà connu du système de distribution peut nous permettre d'avoir certains accès pour aller chercher des nouveaux fournisseurs d'une nouvelle usine quoi. Ensuite, le fait d'avoir une usine pleine, déjà en saturation, avec le produit de qualité, je vois pas le rapport. Pareil avec le plan d'innovation. Là-dessus, pareil. Voilà, tout le truc entre le M4 et le F2, en fait, donc le prix élevé. Le fait d'avoir l'usine pleine en saturation et le fait de vendre des télés ultra chères, alors que de l'autre côté, dans toute sa caricature, les salariés sont très largement méprisés et du coup, ça fait un peu polémique. Donc, il faut mener des actions de communication. Et certaines actions pour étouffer ou pour limiter l'impact. Et du coup, ça augmente le prix. Parce que ça augmente le prix. Forcément, parce que peut-être qu'il faut payer plus décemment les gens, peut-être que
voilà, il y a un risque en fait, il y a un risque de crise qui peut avoir une conséquence directe sur le produit lui-même, éventuellement des petits boycotts par certaines personnes, éventuellement voilà des coûts de communication assez élevés ou peut-être une mise aux normes de l'usine qui fait que bah le prix il augmente un petit peu de la pièce à la fin. Voilà. Donc là on a fini les M, d'accord, on a fait tout ce qui était M. Maintenant on va repartir et on va faire les O. Donc on va prendre le O1, d'accord, on va le croiser avec les réseaux. Allez, c'est parti. Très peu d'innovation dans le monde de la télé. Réseau de distribution déjà en place. Bon. Le manque d'innovation avec une image très forte. Ok. Ça permet un petit peu comme tout à l'heure de positionner de se positionner sur le marché. Donc je le mettrai là. O1, F2. Ça vient au même endroit. Ok. Le fait d'avoir peu d'innovation et un produit de qualité exceptionnelle. Ok. C'est un peu comme celui d'avant. Très peu d'innovation dans le monde de la télé, et nous on en a plein. Pareil, ça positionne, ça creuse énormément l'écart. Donc O1, F2 et F3 en fait. Hein. Ok. Très peu d'innovation et le fait d'avoir l'éventail de contenu n'est pas suffisant. Il y a un risque. Bon. L'utilisation de composants. Alors, pardon. Très peu d'innovation dans le monde de la télé avec le fait qu'il y a un prix élevé. Bon. Très peu d'innovation dans le monde de la télé et le fait de fermer à d'autres systèmes. Pareil, je vois pas trop l'impact. O2. Utilisation de composants moins rares avec le fait que des réseaux de distribution sont déjà en place. Je vois pas le rapport. Pareil avec l'image de marque. Pareil avec le produit d'une qualité exceptionnelle. Avec le fait d'innovation, donc ça permet de, par exemple, le O2, F4, ça permet peut-être de communiquer encore plus sur l'innovation et peut-être d'attirer encore de nouveaux profils pour travailler dans les bureaux de développement, dans les bureaux d'études de Apple. Donc le fait d'avoir des composants moins rares avec le reste des faiblesses, ça, je vois pas trop le rapport. Voilà. O3, arrivée de la SICA avec le reste, pareil. Hein. Je vois pas trop le rapport. Pas avec le F1. L'image de marque très forte, je vois pas trop l'écart. Celui-là, il a aucun rapport, donc on va faire le O4. La M1 disponible en interne, ça va avec l'innovation, ok, bon. Voilà, je vois pas le reste. Ok, maintenant on va prendre le F1. Plus on avance, évidemment, et moins il y a de choses. Hein. Donc c'est normal qu'on écrive moins sur les O que sur les M. Donc, les réseaux de distribution déjà en place, il a déjà été croisé avec le reste. Donc d'un côté, le réseau de distribution déjà en place, si on croise avec le contenu pas suffisant pour certains pays, c'est sûr que les pays dans lesquels la télé est réglementée, il y a moins d'investissement. Donc c'est sûr que c'est des marchés beaucoup plus nichés, donc beaucoup plus chers à lancer. Et c'est souvent des marchés, j'imagine, où il y a peu de budget. Donc ça fait que il y a certains réseaux de distribution qui pourront pas commercialiser, on va dire, l'intégralité du produit. Donc peut-être que ça remet en cause, au niveau des coûts, une possible remise en cause des coûts de distribution dans certains pays. Voilà. On transporte pas de la même manière des télés que des téléphones. Bon, on peut facilement l'imaginer, surtout si les télés sont grandes. Ok. F2, F1. Image de marque très forte, avec le fait d'avoir... voilà, avec le F2, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois. Encore une fois, la qualité et l'image de marque, forcément, qu'on va chercher derrière, c'est tout à fait logique. Ok, le F3, produit d'une qualité exceptionnelle, avec le prix élevé, ça confirme, c'est pareil, plein d'innovations.
avec le reste, ça confirme, ok. Donc là, je pense qu'on arrive au bout. Donc voilà votre SWOT. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le processus, vous avez vu, il y a des choses quand même qui sont vachement marquées, qui permet en fait de prendre certaines décisions et peut-être de conforter une idée. Donc là, c'est voilà, le SWOT ici ressemble à ça. Et il faut l'imaginer encore une fois dans votre peau. Là, on s'est mis à la place d'un acteur qui est immense. On l'a aussi un peu caricaturé, le SWOT, d'accord. On l'a pas non plus. Si on commence à faire un SWOT sur tous les services d'Apple et sur tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais voilà, dans l'idée, voilà, il y a une idée sur une télé, sur un nouveau produit. Voilà, le marché, on en est où? C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses? Et quelles sont les opportunités de marché et les menaces qu'on peut avoir? C'est parfait pour faire des séances de brainstorming. Vous avez vu là, nous on connaît pas Apple, on n'est pas dedans, on n'est que consommateur peut-être. Mais c'est intéressant parce que quand vous vivez la chose, quand vous êtes dans votre système et que vous faites ce travail-là de manière mécanique, alors voilà, vous allez passer quoi? On a passé 1 heure à le faire, à peine. Bah, dans 1 heure en fait, vous êtes complètement opérationnel pour avoir un recul sur vous-même et pouvoir enfin positionner votre produit, vous préparer à affronter les menaces du marché, tout en compensant vos faiblesses, et finalement ça vous permet d'aller saisir les opportunités. Et d'ailleurs je vous fais un petit rappel que on a parlé des opportunités tout à l'heure, de savoir d'être capable de saisir les opportunités, donc il faut savoir les saisir. Et donc maintenant finalement il reste qu'à écrire, voilà, si vous voulez écrire, vous pouvez écrire et noter finalement quelles sont les décisions à faire, quel est la to-do list en fait de votre prise de décision suite à ce SWOT. Et voilà, vous l'avez à l'esprit maintenant. Vous savez que vous connaissez maintenant, vous êtes dans l'ambiance, c'est ça. Vous faites un avec votre sujet maintenant. Voilà, c'est ça le truc. Vous faites un avec votre sujet et vous savez parfaitement quelle voie suivre pour diriger votre entreprise ou pour diriger votre service ou pour vous diriger vous-même en fonction de votre cas.